Salut et bienvenue dans les dossiers de Pierrot. On va parler cette fois et assez longuement de l'équipe de France qui a jalonné ma carrière de journaliste pendant de longues années. Alors il y a des gens qui disent que parfois je porte des vêtements en rapport avec mon thème. Là, on peut pas dire que cette veste finalement assez improbable est un quelconque rapport avec les Bleus. C'est une longue histoire, les Bleus et moi. J'étais encore pigiste à l'équipe, que j'avais été au Touquet pendant le stage avant l'Euro en Suède, avec Michel Platini comme sélectionneur. J'avoue que j'en ai pas beaucoup de souvenirs, mis à part les petits matchs qu'on faisait le matin avec Gérard Rouillet et le staff de l'équipe de France. Et puis les entraînements où Michel Platini finalement ne donnait aucune consigne, mais passait son temps à martyriser Gilles Rousset, le troisième gardien, en enchaînant les Lulus. Après, j'ai eu cette période avec l'équipe de France Espoir de Raymond Domenech, et notamment une phase finale où il y avait Dugarry, Zidane, Wedek, Pedros, Thuram, Nouma, Dieng, Lasserre. Et avant cette phase finale, il y avait eu un match de qualification à Moscou. Je me souviens, l'entraînement la veille du match, il faisait moins 24 et les Bleus m'avaient prêté un maillot pour que je puisse entourer mes oreilles, parce que sinon je pense que mes oreilles n'y auraient pas survécu. Le match était totalement improbable. Les tribunes, ils avaient même pas enlevé la glace dessus, donc il y avait quoi? Il y avait 23 spectateurs, avec Jérôme Bonicel qui était hors du groupe dans ce match, qui était assis à côté de moi. Ce match que les Bleus avaient remporté 1-0 sur un but de Dugarry. Et le soir, on se retrouve à dîner à l'hôtel. Il y avait du caviar à table, évidemment. Et Francis Lasserre, qui était le capitaine de l'équipe, se lève et dit « Bon Pierrot, ce soir, tu nous emmènes en boîte. » Et là, je regarde Lasserre et j'ai envie de lui dire « Oui, bien évidemment, j'habite à Moscou depuis 20 ans, je connais tous les endroits. » Et je ne sais pas pourquoi, du coup, je me suis pris d'une forme de responsabilité d'emmener les joueurs en boîte. Donc, me voilà allé à la réception de l'hôtel, demander les adresses, et on m'indique le Nightfly, qui est un endroit, je sais même pas si ça existe encore à Moscou, mais croyez-moi, ça a animé de longues soirées de journalistes et de différents touristes là-bas. Donc je me renseigne, on prend des taxis, on y va à 9, j'arrive devant la boîte, et je dis aux joueurs, attendez, je vais quand même rentrer le premier pour voir si c'est pas un coupe-gorge. Alors déjà, la boîte pouvait payer qu'en roubles. Évidemment, personne n'avait les roubles, donc il y avait un bureau de change, un tarif hallucinant à l'entrée pour faire du fric. Et j'ai rentré dans cette boîte, et c'est la seule fois de ma vie, vous le comprendrez aisément que ça m'arrivait, je me suis pris pour Sean Connery. Toutes les filles se collaient à moi, me caressaient les cheveux, ou le reste d'ailleurs. Enfin bref, c'était une boîte, il y avait 200 filles dedans et il y avait 200 prostituées. Mais bon, l'endroit avait l'air propre, de la musique. J'ai dit aux joueurs, allez, on rentre. Et donc on a passé une soirée assez sympathique, sauf que les filles voulaient pas parler à Nouma et à Thuram parce que elles avaient peur des Noirs. Voilà, c'était... Alors évidemment, derrière, il y a eu l'Euro 96 où je m'occupais des adversaires des Bleus, plus exactement, mais bon, donc du coup j'étais au match. C'était une compétition assez étrange où les Bleus ont été éliminés, on le souvient, au tir au but en demi-finale par une République tchèque pourtant décimée par les blessures et suspensions, à l'issue d'un non-match dans un Old Trafford où il y avait 12 000 spectateurs. Et ce match a fait évidemment beaucoup de mal à l'image du foot français et à la réputation d'Aimé Jacquet, qui 2 ans après donc se présente pour jouer la Coupe du Monde 98 en France. Et là, 1 mois et demi avant le début de la Coupe du Monde, il y a une grande réunion à l'équipe où, en fait, il y avait 100 personnes à l'équipe qui travaillaient sur la Coupe du Monde, entre les journalistes, les photographes. Et bon, on commence à machin, et voilà, arrive le moment où on a le droit de poser des questions, et je lève la main et je dis, parce qu'on sentait déjà que l'équipe avait une position très anti-Aimé Jacquet, et je dis, écoutez, on a le meilleur gardien du monde, on a la meilleure défense du monde, et on a le meilleur joueur du monde. On a un groupe en carton-pâte, donc il y a quand même une probabilité que tout ça se passe pas si mal quand même au début. Est-ce qu'on pourrait pas y aller un peu plus mollo dans la campagne anti-Jacquet?
Et là, on m'a dit, ferme-la, tu comprends rien, Jacquet est un nul, il nous emmène dans le mur et tout. Bon. Donc, du coup, c'est aussi pour ça que j'ai été écarté de la couverture de l'équipe de France sur cette compète. Enfin, quand je dis écarté, on se souvient donc que quelques jours avant le tournoi, il y a l'épisode des 6 exclus du groupe des Bleus, dont Nicolas Anelka, Pierre Lègle et Sabri Lamouchi notamment, qui partent dans la nuit, et c'est un épisode qui a été très très mal vécu par le groupe. Et là, à quelques jours du tournoi, c'était même le jour du match d'ouverture Brésil-Écosse, on sentait bien qu'il y avait le feu. Et là, du coup, on a envoyé le tonton Pierrot, qui, lui, évidemment, avait des rapports extrêmement différents déjà avec beaucoup de joueurs à l'époque. J'avais des rapports privilégiés avec Barthez, avec Blanc, avec Lizarazu, avec Dugarry, avec Pires, avec Djorkaeff. Ils avaient besoin de savoir, donc j'ai été effectivement ce jour-là à Clairefontaine sonder les âmes. Et je suis retourné une deuxième fois à Clairefontaine pendant cette Coupe du Monde. C'est au lendemain de France-Croatie, de l'expulsion de Laurent Blanc, pour faire l'interview de Laurent Blanc, parce que c'était... et c'est un drôle de souvenir, cette interview, parce que lorsque Laurent est descendu, j'ai vraiment vu des journalistes en deuil, parce que voilà, il y a des joueurs, ils sont suspendus, c'est une péripétie, mais Laurent avait un tel comportement... une telle classe, une telle distance par rapport aux choses que on sentait vraiment la tristesse. C'est d'ailleurs le même jour que Fabien Barthez avait failli égorger Franck Leboeuf, puisque Franck Leboeuf, avec beaucoup de finesse, avait fait un papier dans l'équipe en disant « La peine de Laurent Blanc n'est rien à côté de ma joie ». Et là, évidemment, il y avait Blanc, Deschamps, qui attendait Leboeuf de pied ferme avec un exemplaire de l'équipe sous le bras pour lui régler son compte. Et puis voilà, et puis évidemment, la France gagne la Coupe du Monde. Moi, la finale, j'étais à Hendaye avec l'OM en stage. Vous avez vu ça sur un écran géant avec Roland Courbis. Et j'avais écrasé ma petite larme quand j'avais vu mon copain Dugas en larmes à la fin du match. Et évidemment, derrière, à l'équipe, il y a vraiment eu une ambiance très bizarre, parce qu'évidemment, les patrons qui avaient quand même initié cette campagne anti-Jacquet étaient évidemment sur la sellette. Évidemment, dans ces cas-là, les plus lâches et les gras quittent le navire et essayent de récupérer des trucs intéressants, assez méprisables, mais bon, ça c'est la nature humaine. Moi, ce que je sais, c'est que Aimé a toujours fait la part des choses avec moi, et qu'il a toujours après été charmant avec moi. Je pense qu'il a dû savoir que j'étais contre cette campagne anti-Jacquet. C'est pour ça que aujourd'hui, ça n'arrive plus, parce que maintenant, ça a 27 ans, cette histoire. Mais quand on me disait, ouais, toi, t'étais à l'équipe, t'étais contre Aimé Jacquet, c'était totalement faux. Et du coup, Jérôme Bureau, qui était le directeur de la rédaction, fait une réunion quelques jours après la Coupe du Monde et dit, maintenant, les Bleus, c'est les Beatles. Donc, traitement XXL de faveur. Et parmi les grands changements qu'il y a eu au sein de l'équipe pour la couverture de l'équipe de France, j'ai intégré le groupe de journalistes qui suivaient l'équipe de France à tous les matchs. Et il y avait d'ailleurs un match contre, il me semble encore une fois en Russie, et je devais aller faire une interview de Dugarry, et j'avais rendez-vous dans sa suite au Concorde de Lafayette, et on commence l'interview dans le salon avec Dugas, et puis j'entends clairement que ça farfouille à côté. Et je vois Zidane arriver, et en fait Zidane partageait la suite avec Dugas. Il s'était extasié sur la chemise Prada de Dugas, et évidemment l'ambiance était très très sympa. Et derrière, écoutez, tous les matchs de l'équipe de France qui ont amené jusqu'à l'Euro 2000 étaient incroyables, quoi. Je veux dire, n'importe quelle équipe qui, d'ailleurs, mais ça a duré jusqu'à la Coupe du Monde 2002, toutes les équipes qui venaient jouer contre l'équipe de France prenaient branlée sur branlée, et c'était un sentiment intouchable, assez incroyable, avec comme point d'orgue cet Euro 2000 que j'ai souvent coutume
d'appeler la meilleure compétition de l'histoire de l'équipe de France. Je pense que l'équipe de France de l'Euro 2000 est l'équipe de France la plus forte qu'on a jamais vue et qu'on ne verra même peut-être plus jamais, avec tellement de joueurs au top. Barthez, Blanc, De Sailly, Henry, Vieira, Zidane, Dugarry. Et cette équipe qui a quand même, faut le savoir, s'en souvenir, a battu le Danemark, la République tchèque. Bon, on a perdu un match amical contre les Pays-Bas avant d'éliminer à la suite l'Espagne, le Portugal et l'Italie. C'est quand même une performance inégalable pratiquement. Bon, faut savoir que quand vous suivez l'équipe de France, aller assister à l'entraînement, c'est un peu la corvée parfois. Et là, il n'y avait pas un journaliste qui manquait une séance d'entraînement à Wavre, parce que c'était un spectacle extraordinaire. Je me souviens d'un match, un petit match pendant un entraînement avec un but sensationnel marqué. Et le public qui était là, qui devient fou avec Henri-Émile, qui leur dit de se calmer, parce que bon, évidemment, c'était une séance d'entraînement. C'était un spectacle extraordinaire. Le premier match, c'est contre le Danemark, 3-0. Le deuxième match contre la République tchèque. Youri Djorkaeff avait pas été bon le premier match. Et Marcel Desailly, qui était jamais avare d'une vacherie à sortir à un coéquipier, dit après le match, bah oui, c'est fini le football, pim pam poum. Donc tout le monde savait que Youri serait remplaçant contre la République tchèque, sauf que moi, je connais très bien mon petit Youri illustré, et j'avais annoncé à toute la délégation qu'il allait rentrer, marquer le but de la victoire contre la République tchèque, ce qui a évidemment pas loupé. Thierry Henry est une nouvelle fois élu homme du match, et il parlait pas à la presse. Thierry Henry, d'une manière générale, a toujours été extrêmement peu loquace avec les médias pendant les phases finales où il était très replié sur lui-même. Et là, je le croise à la sortie du match et je lui dis, Titi, tu vas avoir le trophée d'homme du match, ce serait bien que tu parles un petit peu à la presse. Je dis même pas ça pour mon journal, je dis ça pour tout le monde et même pour toi. Et il me dit, oui, t'as raison. Je pense que c'est aussi dans cet Euro que ma relation avec Thierry est née et qu'on a pu développer cette forte amitié joueur-journaliste qui nous a accompagnés, je dirais, pendant de longues saisons avec Arsenal et même à Barcelone. Cet Euro était incroyable, malgré tous les efforts de Roger Lemaire pour couper ces joueurs de la presse, parce que Roger Lemaire avait une détestation de la presse qui a d'ailleurs conduit lors du troisième match, la presse française a boycotté un de ses points presse parce qu'il était tellement odieux, tellement désagréable que ça commençait à être assez pénible. On s'est retrouvé à peu près dans un match, alors je sais plus quel match c'était, mais on s'est retrouvé dans une sorte de zone industrielle, dans un port industriel aux Pays-Bas, IJmuiden, v'là le Troara, et je me suis retrouvé dans j'étais avec ma compagne de l'époque, et on s'est retrouvé dans une pièce avec Dugarry, Henry, Zidane et Anelka. Tous les quatre pendant une demi-heure à taper la causette. Ma compagne parlait avec Zidane tout naturellement. Et les joueurs étaient tellement vase clos et s'emmerdaient tellement parce que bon, c'était pas très très fun les Pays-Bas, à part Amsterdam et encore. En général, les joueurs ils sont à 15 km de toute activité. Voilà, les joueurs, ils étaient, alors peut-être pas autant qu'en Corée, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ils étaient vraiment à la recherche de contact. Alors, quand tu es journaliste à l'équipe, que tu suis l'équipe de France, le grand truc, c'est d'avoir la compo. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et moi, j'avais des taupes, évidemment. D'ailleurs, Didier Deschamps avait accusé Youri Djorkaeff d'être ma taupe, ce qui démontre une méconnaissance du caractère de Youri. Youri s'intéressait qu'à lui, donc à la limite, ce qui l'intéressait de savoir, c'est s'il jouait lui ou pas. Le reste, il s'en foutait, donc c'était certainement pas
Yuri ou Titi qui allaient me donner la moindre info. Non, non, mais mes informateurs, c'était Robert Pires et Christophe Dugarry. Et si vous retrouvez les compos d'équipe de l'équipe de France dans cet Euro 2000, vous verrez que tous les matchs, il y a toujours eu la bonne compo dans l'équipe, sauf le jour de la finale où il y avait Pires ou Dugarry. La raison est très simple, j'ai les deux la veille au téléphone. Dugarry s'était fait exploser le nez contre l'Espagne et il m'appelle, il me fait « Ah, je suis dégoûté, c'est Robert qui commence ». J'étais quand même très étonné parce que Robert n'a pas servi à grand chose durant cet Euro, jusqu'à évidemment sa passe décisive à Trezeguet en finale. Bon, du coup, j'appelle Robert, je lui fais, bah alors Villain, on s'appelait Villain avec Robert, je dis, alors Villain, c'est chouette, tu joues? Bah, il me dit, bah non, je joue pas, c'est du gars qui joue. Donc voilà, quand les deux joueurs eux-mêmes ne savent pas qui va jouer, bah, dans l'équipe, tu te retrouves avec un ou. Cette finale est un souvenir incroyable pour moi. Ce jour-là, je faisais un papier assez anodin. Je faisais le fait du match. Et mon fait du match, jusqu'au coup de sifflet final, c'était le but qui tue, le but italien. Et j'ai terminé mon papier, et là, je lève la tête, et il y a l'action qui se déroule, et Viltord qui égalise à la dernière seconde des arrêts de jeu. Mon ordi a fait un triple salto, double boucle piqué. J'ai jamais été aussi heureux d'être obligé de refaire un papier. Après, évidemment, le but de Trezeguet. Et c'est vrai que le stade de Rotterdam se prêtait pas aux retrouvailles avec les joueurs. En plus, les forces de sécurité étaient totalement hystériques et sur les dents. Donc c'était très compliqué d'avoir un accès aux joueurs après les matchs.